Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler échec et apprendre et réussite. Si vous écoutez un petit peu les coachs, les motivateurs comme Tony Robbins par exemple, ou ceux qui ont réussi, qui font des discours sur la réussite, quasiment tous sont unanimes, l'échec est nécessaire pour apprendre. Alors c'est vrai que on peut pas apprendre sans échec, mais quand même, est-ce que finalement l'échec permet l'apprentissage? Parce que évidemment, quand de façon rétrospective on fait son histoire, c'est facile de dire ah bah oui, j'ai eu des échecs, je les ai surmontés, c'est grâce à ça que finalement j'ai appris et j'ai réussi. Mais quand vous êtes dans une situation d'échec, il y a un stress qui se manifeste, il y a de la démotivation, peut-être même des fois de la dépression, parce que vous n'y arrivez pas. Et dans ces cas-là, eh bien, il est relativement difficile d'apprendre. Donc, qu'en est-il vraiment? Est-ce que on apprend vraiment via l'échec? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Et avant de continuer, je vous annonce, enfin, vous le savez déjà maintenant si vous suivez mes vidéos, mais vous avez donc le guide gratuit à télécharger sur les difficultés d'apprentissage et les solutions que vous pouvez y trouver, bien entendu. J'en dis pas plus, on va traiter directement ce sujet. Allez, c'est parti! Pour avoir une première réponse, il y a une expérience assez intéressante qui a été réalisée par un professeur en psychologie en Pennsylvanie, donc Charis Nixon. Et dans son expérience, un petit peu à l'insu de ses étudiants, de ses élèves, donc elle avait une vingtaine d'élèves dans sa classe, elle leur indique que pour commencer le cours, on va résoudre 3 anagrammes relativement faciles. Quand elle distribue cet anagramme, en fait, il y a 2 listes. La première liste de 3 anagrammes faciles à résoudre, donc dans un premier groupe, et dans un deuxième groupe, c'est un anagramme. Donc les 2 premiers anagrammes sont quasiment insolubles, sont très difficiles, et le troisième est identique à la première liste, à savoir facile. Bien entendu, les élèves ignorent complètement ces 2 listes, pensent qu'ils ont tous la même liste. Donc quand Charis Nixon demande aux élèves de résoudre le premier anagramme, bien entendu les élèves de la première liste, ils mettent quelques minutes à le résoudre, et par contre les autres cherchent. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que dans l'expérience, c'est que les autres sont un petit peu surpris de voir que leurs camarades ont résolu très facilement le premier anagramme et eux continuent à chercher sans trouver. Charis Nixon demande de résoudre le deuxième anagramme et là, même effet, donc la première liste arrive, les élèves de la première liste arrivent très facilement à résoudre l'anagramme, alors que les élèves de la deuxième liste continuent à chercher et s'interrogent justement il y a un problème là. Charis Nixon demande de résoudre le troisième anagramme, et donc normalement on devrait s'attendre à ce que tous les élèves réussissent à résoudre le troisième anagramme facilement, même les élèves de la deuxième liste, puisque l'anagramme est strictement identique sur les 2 listes. Eh bien non, les élèves de la deuxième liste ont été incapables de résoudre le troisième anagramme alors qu'il était facile, identique à la première liste. Ce qui montre dans cette expérience que il est très facile de générer ce qu'on appelle de l'impuissance apprise, à savoir les élèves de la deuxième liste ont eu, et ces 2 échecs successifs leur ont empêché de résoudre quelque chose de relativement facile. Donc vous voyez que lorsqu'on dit l'échec permet l'apprentissage et la réussite, eh bien cette expérience de Charis Nixon a tendance à démontrer que pas forcément. La puissance apprise a été théorisée en 1975 par le professeur en psychologie Martin Seligman. La puissance apprise, il s'agit d'une perte de confiance en ses capacités à réussir suite à des échecs répétés, ce que démontre parfaitement l'expérience de Charis Nixon. La capacité d'apprendre de l'élève s'en trouve bloquée, handicapée donc par ce schéma mental toxique qui se renforce. Donc en fait, un commentaire
une mauvaise note peuvent planter le dernier clou du cercueil de l'intelligence de l'élève et renforcer à jamais sa croyance « je suis nul ». Et ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse, à savoir que le cerveau aura tendance, dans la confirmation de biais d'hypothèse, le cerveau a tendance à occulter toutes les informations qui ne renforcent pas la croyance et à uniquement se focaliser sur les informations qui justifient la croyance et à occulter toutes les autres qui viendraient à la contredire. Donc, si un jeune commence à croire que il est mauvais, il est nul, son cerveau aura tendance à se focaliser sur tous les éléments qui justifient sa croyance. C'est ainsi que, par exemple, il pourra avoir peut-être une bonne note, donc il viendrait contredire le fait qu'il soit nul, sauf que il va se dire ah ouais mais tout le monde a une bonne note, ou oui mais bon le devoir a été facile. Vous voyez, donc le cerveau va toujours justifier le fait que son système, à savoir que finalement il est nul. Alfie Kohn, donc un Américain, un auteur qui a écrit plusieurs livres sur le domaine de l'éducation et de la parentalité, conférence et d'ailleurs au demeurant américain, dit que contrairement aux enfants qui ont un historique de bons résultats, ceux qui ont appris à se considérer comme des échecs sont susceptibles d'attribuer le succès, donc quand cela arrive, à des causes externes, donc le fameux biais de projection, et l'échec à un manque de capacité. Donc un enfant qui ne réussit pas bien suppose que s'il réussit, il doit simplement avoir eu de la chance ou que la tâche était facile. Le psychologue canadien Marc Vachon indique que l'impuissance apprise peut impliquer 3 types de sentiments. Le premier sentiment, c'est que finalement, je ne peux rien changer, rien ne changera. Par exemple, voilà, je suis nul en maths, je serai toujours nul en maths. Je suis pas bon en français, j'aime pas le français, je serai toujours mauvais en français, ou j'aimerais. Il y a aussi le sentiment d'être victime, c'est la faute d'eux. Ah ouais, mais c'est la faute des enseignants parce qu'ils sont pas assez bons. C'est la faute de l'école parce que l'école, vous voyez, l'éducation nationale, ce mammouth qu'on n'arrive pas à changer. Et le sentiment d'envahissement, c'est-à-dire que si j'échoue dans un domaine, alors c'est tout le domaine de la vie, le sentiment que je suis un échec. C'est-à-dire que si je suis nul à l'école, je suis bon à rien, et je suis bon à rien surtout. Donc le je suis nul en maths ou le je suis nul à l'école peut entraîner je suis bon à rien dans la vie en général. D'où le danger de ce sentiment d'échec. Pour approfondir un petit peu cette tendance, une nouvelle étude de la Booth School of Business de l'Université de Chicago a été menée sur 1600 participants. Donc là, on est sorti du domaine purement scolaire. Et cette étude a été menée par le professeur, alors pardonnez-moi la prononciation en anglais, Aliette Fishback, et donc son assistante ont montré, donc dans une série d'expériences avec un très large échantillon, donc 1600 personnes, que l'échec a plutôt miné l'apprentissage. Et donc cette recherche a été publiée dans Psychological Science, donc une revue de premier plan. La chercheuse conclut que, avec davantage d'expérience, nous avons pu constater que c'est vraiment une question d'estime de soi. Cela ne fait tout simplement pas du bien d'échouer, alors les gens se déconnectent. Nous devons comprendre qu'en nous exposant à l'échec, nous nous donnons peut-être pas les meilleures chances d'apprendre. Vous voyez que finalement ça va à l'encontre de tous les discours que l'on peut attendre et dans peut-être la croyance sociétale, comme je vous le disais au début de cette vidéo, il y a une différence quand vous dites de façon rétrospective ah oui j'ai réussi parce que j'ai échoué, ah oui vous êtes en dissocié, vous avez réussi, donc c'est facile de le dire. Mais quand vous êtes dans l'échec, quand vous êtes dans la semoule et dans le marécage où rien ne fonctionne, c'est toute une autre histoire. D'où le débat sur la suppression des notes, parce qu'effectivement, si on met des notes, l'enfant peut se comparer, comparant, il peut avoir un sentiment d'échec, et donc effectivement, c'est tout à fait justifié de dire ça risque d'enclencher une certaine impuissance apprise que l'on a vue, donc il serait bien de supprimer les notes. Et d'autres
c'est un débat, hein, disent ah bah non, on peut pas supprimer les notes parce que les notes permettent quand même d'étalonner où en est l'élève dans son savoir. Est-ce qu'il a acquis des compétences ou pas? Donc quelque part, les notes sont un petit peu nécessaires. Mais en tout cas, donc ça a été la Suède hein, qui a expérimenté ça et qui est revenu en fait à la notation classique. Et en France, dans l'école primaire, on ne met pas de notes. Il y a des couleurs où il y a des remarques, hein, satisfait, très satisfait, ou acquis, je crois, acquis, satisfaisant, très satisfaisant, acquis, pas acquis. Ce qui permet d'éviter de donner à l'enfant une sensation d'échec, mais que simplement, eh bien, il y a des connaissances qu'il n'a pas acquises. C'est des connaissances qu'il n'a pas acquises, et n'ayant pas ces connaissances, d'où le résultat qui est connaissances insuffisantes ou non acquises. Ce qui est beaucoup moins violent que justement de dire bah voilà, t'as 5 sur 20 par rapport à ceux qui ont 19 ou 18. Vous voyez, notamment quand vous avez des enfants en primaire hein, qui n'ont aucun recul, le cerveau est en train de se structurer, il est en train d'évoluer, la personnalité commence à se construire, et c'est effectivement là où il faut éviter toute forme de comparaison. Donc, c'est plutôt pertinent en primaire d'éviter toute forme de notation, et même en 6e, dans certains collèges, on continue ce système, on évite de donner des notes et où il y a des formes de couleurs. Donc vous avez la couleur bleue qui est compétence dépassée, la couleur verte compétence acquise, la couleur orange compétence je crois fragile, et rouge non maîtrisée. Ouais. Donc là aussi les jeunes collégiens de 6e qui ont 10, 11 ans, là aussi on les prépare en une forme de notation, mais il y a une forme de transition. Alors vous me direz, mais faut-il quelque part, est-ce que mettre des notes ou pas mettre des notes, c'est bien. Tout le problème, c'est pas les notes, en fait, c'est un faux débat. Ce qui est important, c'est la signification des notes. C'est pour ça que je pense que ce système français est bien fait, notamment en primaire, parce que ça évite aux enfants de se comparer et donc d'être dans de mettre dès la primaire une spirale de l'échec qui serait complètement nocive. Et même le mettre un petit peu en 6e, pourquoi pas en 5e, mais je crois qu'en 5e maintenant on passe complètement aux notes. Comme l'indique Noam Spencer, hein, c'est apprendre de l'échec est souvent une tâche cognitive plus exigeante que d'apprendre de la réussite. Cela met ainsi à rude épreuve notre système cognitif qui a évolué pour conserver l'énergie. Donc c'est pour ça que eh bien, lorsqu'on est au lycée, quand on a grandi, c'est beaucoup plus simple. Comprendre la signification d'une note, de comprendre la signification de l'échec, que lorsqu'on en est petit, bien entendu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté. Je vous rappelle, hein, vous avez le guide gratuit sur sur les difficultés d'apprentissage et quelles sont les solutions. Donc le lien en description. Un pouce si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!